Je pense que c'est correct. OK. Hey, salut gang, bienvenue sur Écho de montagne. Le balado où on vous jase de tout ce qui résonne avec la longue randonnée. Donc aujourd'hui, on a un épisode qui va aider, en fait, c'est surtout pour les nouveaux randonneurs. Donc c'est pour ceux qui voudraient s'initier à la longue randonnée. Donc j'imagine que si vous nous découvrez avec cet épisode-là, c'est parce qu'en fait, la longue randonnée vous intéresse et vous vous demandez mais comment que je pourrais me préparer à aller plusieurs jours en forêt, en montagne ou peu importe. Fait que la réponse est simple. Allez écouter tous nos derniers épisodes et c'est fini. OK, bye. Non, c'est pas vrai. Non, mais Euh, cet épisode-là, ça va être votre point de départ, finalement, votre petit guide. C'est sûr que tous nos autres épisodes sont super utiles. Allez les écouter. Mais celui-là, c'est vraiment votre petit point de départ pour débuter en longue randonnée quand vous vous initiez. Ouais, exact. Fait que ça va vraiment être en surface, on va survoler un peu tous les points, mais comme qu'on vous dit, allez voir les autres épisodes, je pense que ça va être un guide complet après ça pour vraiment, partir par vous-même. Donc, Kat, on commence avec quoi? On commence avec se former en fait dans la théorie. Tu sais, avant de s'aventurer sur un sentier, ça prend des petites bases là, quand on n'a quand on n'est jamais parti pour un multijour. Fait il existe plein de formations. Il y a Rando Québec qui donne de très bonnes et de très complètes formations sur la longue randonnée. Il y a les chefs de montagne aussi qui offrent des belles formations, surtout pour les femmes là, entre femmes, c'est super motivant d'être en gang avec eux qui donnent des super bonnes formations de base. Puis, je conseillerais aussi de faire une petite formation sur l'orientation en rando. Peut-être qu'on l'a déjà fait, peut-être qu'on est déjà habitué à faire de la randonnée à la journée, mais c'est important, un, de savoir se servir d'une boussole et deux, d'avoir les bons trucs et les bons réflexes pour bien s'orienter en contexte de randonnée en milieu sauvage. C'est Ouais, ça un petit peu la base, là. exact. Puis, tu sais, il y a les cours de premiers soins. Puis, on ne vous dit pas d'aller comme prendre un cours de premiers soins en région éloignée de 80 heures qui va vous former comme à quasiment être guide, là. C'est pas ça, là. Mais, tu sais, au moins, je dirais au moins un cours d'un week-end, commencer par là. Avoir un peu les bases parce que c'est bien beau avoir, tu sais, votre trousse de premiers soins dans votre sac, mais si on ne sait pas s'en servir, elle sera pas tant utile. Donc, je crois que c'est vraiment les bases, effectivement. Tous ces petits cours-là, c'est très, très bien. Après ça, il y a beaucoup de contenu en ligne, il y a beaucoup de cours en ligne. Comme qu'on dit aussi, ce podcast-là va quand même vous aider à survoler, à aller en surface sur tous les points, mais c'est le fun aussi de le mettre en pratique, puis c'est là que ces cours-là sont intéressants. Mhm. Mais comme tu disais, oui, les réseaux sociaux sont un super bon outil aussi pour commencer à se renseigner. Il y a énormément de beaux groupes Facebook d'entraide. Je pense entre autres à Longue Randonnée au Québec. Si vous n'êtes pas déjà abonné, là, c'est des échanges entre personnes qui font de la longue randonnée au Québec en français. Donc, c'est un groupe Facebook quand même plein de ressources, là, puis il y en a plein d'autres, là. Mais commencez à éplucher ça, utilisez la loupe aussi avant de poser votre question. Des fois, ça évite de surcharger ces groupes-là, puis de, de nuire aux admins, là, mettons. Mais c'est vraiment des belles mines d'informations, les réseaux sociaux, quand même, pour s'initier, puis regarder qu'est-ce que les autres font, là. Mhm. S'inspirer. Exact. Juste ce petit bémol là-dessus, faites un peu vos recherches. Oui. Il y a beaucoup de faux experts qui vont dire, je le vois trop souvent, qui dit un peu n'importe quoi. Donc, regardez un peu ben, l'expérience de la personne ou peu importe. Là, mais oui, les réseaux sociaux, Ouais. quand même Ouais, une belle, davantage belle pour mine. s'inspirer que pour Ouais, s'informer. ouais, Les groupes exactement. Facebook. Ouais. Exact. Donc, après ça, on s'en va vers quoi? L'équipement? Ben oui, l'équipement, parce que c'est quand même une des fondations de la longue randonnée. C'est un des gros volets qui est assez important, mais qui n'est pas tout, là. Fait qu'au début, on n'est pas obligé là, de partir avec la fine pointe de l'ultra léger, là, puis des équipements les plus chers, là. Il existe aussi, si on a envie de juste essayer pour un week-end, puis qu'on n'a pas envie nécessairement de tout s'équiper, ben, évidemment, si vous pouvez emprunter à des amis, c'est l'idéal. Mais il existe des compagnies de location d'équipements. C'est pas le plus léger, mais c'est de l'équipement assez robuste, puis ça vous permet d'essayer sans vous engager à l'achat d'équipements quand même assez coûteux. Il y en a un qui s'appelle le Locapac, qui est à Mhm. Montréal. Donc, le Capac, ça existe quand même depuis un bon petit bout de temps. Il va vous donner en fait les équipements de base, les gros morceaux, la tente. Je pense qu'il loue même des sacs à dos, des matelas de sol. Fait que pour débuter, juste pour un week-end, là, si on part pas sur un long parcours, ça peut être une super bonne ressource, là. Ouais, exact. Puis, tu sais, ça, c'est vraiment un bon conseil là, d'essayer parce que on a tout un corps différent. Ça veut pas dire que moi, le sac à dos qui me convient va vous convenir. Donc,
essayez-le, puis essayez-le surtout avant de partir pour des plus longues randonnées. Parce qu'un sac à dos qu'on essaye en magasin, peut-être pour juste pour essayer de voir le fit, ça se peut qu'il fit en magasin, mais que quand on arrive après 4 jours, ben on est comme OK, moi, j'ai un inconfort à l'épaule. Fait contre, ça marche pas. Fait que c'est bien d'essayer sur quelques jours avant de partir pour plusieurs, plusieurs jours. Euh, Chose que je voudrais dire aussi là-dessus, c'est on va voir plusieurs styles de randonneurs. Donc, comme qu'on parlait, il va y avoir des randonneurs un peu plus légers, comme mettons toi puis moi, Catherine. Puis même là, on n'est pas dans l'extrême. Il va y avoir des randonneurs très légers, très minimalistes. Et il y en a d'autres qui vont être un peu plus maximalistes. Il va aussi avoir des randonneurs un peu plus conventionnels. Tous les styles sont bons. Choisissez, prenez ce qui vous convient, vous vous connaissez mieux. Est-ce que vous aimez peut-être un petit confort, que ce soit pour confort pour les nuits, confort, vous aimez avoir plus qu'un chandail, des choses comme ça, ça va être à vous de choisir, puis tout est bon. Puis c'est important, là, je le vois souvent sur les réseaux sociaux, là, jugez pas le style des autres. On a tout notre bagage qui vient avec ça, donc tous les styles sont bons. Mhm. Bien évidemment, garder le sac le plus léger possible, parce que ça fait partie du confort, mais comme tu as dit, chaque sac est unique. Donc, il n'y a pas de mauvaise façon de s'équiper. Évidemment, on garde ça minimaliste, mais c'est garanti que lors de votre première sortie, vous allez traîner plus de stock que ce que vous avez besoin. Puis c'est là l'apprentissage. En fait, je pense qu'il faut commencer quelque part, puis il faut faire des erreurs. J'ai traîné trop de stock aussi les premières fois que je suis partie, puis on s'ajuste, on s'adapte selon nos goûts, selon notre confort, puis on peut s'alléger à la longue. Mais de partir tout de suite avec de quoi de super léger, puis avec presque rien, c'est un peu risqué, puis ça risque de pas nous faire apprécier l'aventure. Puis à l'inverse, de partir avec beaucoup trop de stock sans avoir questionné qu'est-ce qu'on met dans son sac avant de partir, ça peut mener vers des mauvaises surprises. Fait que l'essayer autour de chez soi, juste partir faire une marche avec son stock sans dormir, là, juste aller faire une rando avec son sac à dos d'une journée là, pour se préparer puis vérifier qu'est-ce qu'on a vraiment besoin en fait, au niveau du poids, là, parce qu'on n'essayera pas ça en une seule journée, mais d'aller marcher avec son sac et son stock. Pas seulement de mettre des poches de poids en magasin pour acheter un sac à dos, là, mais de sortir, l'essayer, puis emprunter à des amis si on veut essayer plusieurs modèles. Ouais, c'est ça, parce qu'on a peut-être déjà des amis qui ont un sac à dos quelconque, donc c'est facile de juste leur emprunter, partir pour, comme tu dis, une journée, puis voir, bon, ben, est-ce que ça me convient, etc., etc. Donc, très bon conseil. On parle beaucoup d'équipement, mais je trouve qu'il y a une des choses qu'on néglige un peu, parce que, tu sais, on va parler d'équipement, on va parler, OK, bon, je vais m'entraîner, je vais commencer avec des randonnées d'une journée ici, là et là, ajouter un peu des kilomètres pour être prêt physiquement et en fait, être prêt avec la logistique de ce qu'on doit apporter. Mais des fois, on sous-estime deux choses qui sont très importantes, puis en fait, qui sont, je dirais, obligatoires à l'humain. On peut pas, on peut pas passer à côté de ça. Donc, c'est la nutrition puis le sommeil. C'est deux choses qui vont faire en sorte que notre randonnée va être peut-être plus facile ou moins ou plus dur en fait si on a un mauvais sommeil ou si on se nourrit mal. Donc, c'est important de ne pas sous-estimer. On ne passera pas au travers vraiment la science derrière ça. Mais on sait, juste à la maison, des fois, si on a une nuit de sommeil trop courte ou on dort mal, on va avoir de la misère le lendemain au travail. Ben, en randonnée, ça va être la même chose. Fait que c'est important de ne pas sous-estimer cet aspect-là, d'essayer d'optimiser son sommeil. Et même chose, ben, nutrition, d'essayer d'avoir assez de calories parce que ben, vous allez voir en randonnée, vous allez dépenser beaucoup plus de calories que ce que vous faites à la maison. Fait que c'est une chose à ne pas sous-estimer parce que c'est là qu'on va avoir des baisses d'énergie puis que ben, la journée va être un peu plus difficile que ce qu'elle serait supposée si on avait les calories adéquates. Puis j'ajouterais même, tu sais, au niveau de la consommation de calories, quand on part pour une rando d'une journée, ben on revient à la maison le soir, puis on peut continuer à se nourrir normalement, puis on refait pas la même énergie le lendemain. En Mhm. multijour, c'est ça la grosse différence, c'est qu'on va le refaire le lendemain, puis on va le refaire peut-être le surlendemain. Fait qu'apporter un peu plus de collation que ce que vous êtes habitué en rando à la journée, comme ça vous manquerez pas de calories. L'autre chose que je veux ajouter, c'est que la première fois qu'on part, on est nerveux, hein, c'est normal, c'est notre première fois en multijour. On ne sait pas trop ce qu'on fait. On se ramasse dans le bois, puis on se regarde, on fait comment qu'est-ce qu'on s'en va faire là. Moi, ça m'a fait ça. Au niveau de l'appétit, on n'aura peut-être pas faim. Puis ça arrive vraiment souvent que les 2, même 3 premiers jours, notre appétit soit pas là. Puis on fait comme, mais voyons, on brûle tellement d'énergie, comment ça qu'on n'a pas faim?
Ben, c'est un peu le stress de la nouveauté, hein. Le corps va avoir tendance à comme pas manifester sa faim parce qu'il sait pas trop ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est important quasiment de se forcer à manger des collations, même si on ne ressent pas la faim. Dans un premier multijour, là, avec la nervosité et tout, c'est possible, mais il faut quand même pas arrêter de manger des petites collations là, pour pas manquer d'énergie à la fin de la journée. Ouais, même chose pour, l'hydratation, là. C'est Ah c'est oui. 2 qui vont ensemble, là. Parce que oui, c'est bien dit de comme quand on est à randonnée d'une journée, mais on même si on est en sous-calorié, ben, c'est pas grave, tu sais, on va arriver à la maison, on va prendre un bon repas, puis, ça va finir comme ça. Mais là, c'est important de s'alimenter, pas juste pour aujourd'hui, mais pour le lendemain, pour pas commencer notre, 2e journée ou troisième, peu importe, en étant déjà en, déficit calorique. Puis c'est là, ben, en fait, que la journée devient un peu plus dure, de cette manière-là. Donc, bon conseil. Puis il y a bien des repas aussi des repas lyophilisés là, en paquet qui mentionnent 2 portions. C'est sûr qu'à long terme, moi, vu que je suis habituée, je pars en longue rando, je vais le manger au complet, j'aurai pas de Mmh. problème. Peut-être moins là, parce que là, je suis pas en situation de sentier, fait que si je pars, j'aurai pas encore ma grosse appétit. Fait que c'est normal que les premières fois, les premières nuits, on le mange pas au complet, les 2 portions. C'est beaucoup, mais c'est ce qu'on a besoin en multijour. Fait qu'au début, on le mangera peut-être pas au complet, mais après une coupe de jours ou après une coupe d'expérience, n'ayez crainte, vous allez manger au complet votre 2 portions. Mais au début, ce que je faisais, dans le fond, c'est que je mangeais une portion au souper, même s'il aurait fallu que je mange les deux, puis je le garde pour lunch le lendemain, là, s'il n'y a pas de viande dedans. Comme les repas Tréco qui sont véganes, on peut facilement les garder un petit lunch pour le lendemain midi, là. Mmh. 100. Fait que là, une fois que ça c'est fait, que vous savez ces bases-là, mais là, c'est de l'expérimenter parce que c'est bien, tu sais, on achète notre équipement, on a essayé une journée ici et là, mais là, il faut aller l'expérimenter sur plus qu'une journée. Fait que pour plusieurs choses, comme on disait, pour quand même tester notre équipement, voir, ben, est-ce que ça nous convient, puis ben, voir, un peu c'est quoi aussi nos limites, puis c'est quoi notre zone de confort. Fait que je dirais la première chose à savoir avant même d'aller sur le terrain, c'est, d'évaluer, ben, c'est quoi le sentier? C'est quoi le sentier qu'on s'en va faire? Fait que c'est là que ce qu'on parlait tantôt au début, là, un peu la logistique des cartes, des choses comme ça qui peuvent être pratiques à avoir comme bagage. Mais si on peut dire quelques points, la chose qu'il faudrait savoir, ben, OK, c'est quoi, le kilomètre que je m'en vais faire? C'est quoi l'élévation? Le terrain ressemble à quoi? Est-ce que c'est un terrain technique? Est-ce que c'est plat? Est-ce que, il va y avoir beaucoup de sources d'eau? Sont où ces sources d'eau-là? Donc, juste cette petite logistique-là qui va faire que quand on va arriver sur le terrain, ben, on va déjà avoir une idée dans quoi qu'on s'embarque, qui va enlever un peu ce qu'on disait tantôt, le stress de s'en aller sur le sentier, qui va faire que tout, ben, en fait, va mieux se passer parce que ben, moins de stress va faire qu'on va avoir un petit peu plus faim, qu'on va un peu mieux dormir, des choses comme ça. Donc, Mhm. bien important de la préparation, en fait, d'étudier où est-ce qu'on s'en va avant d'y aller. Puis ça, moi, c'est un des bouts que je préfère personnellement, là. Étudier les itinéraires avant de partir, éplucher les cartes, regarder les dénivelés, savoir bien lire une carte avec les lignes de Mhm. dénivelé, pardon. Puis, tu sais, il y a plein d'outils qui existent là, pour se préparer avant de partir, à regarder la carte, comme tu dis, à regarder si on roule les points d'eau, où est-ce que je vais dormir, combien de kilomètres, combien de dénivelé. Tout ça, quand on le sait avant de partir, que notre 2 ou 3 jours, on a toutes les données, ben comme tu dis, ça enlève un stress, ça rassure, puis ça rajoute beaucoup plus de plaisir à l'expérience. Avec l'expérience, avec le temps, on va pouvoir peut-être plus improviser des itinéraires, là, à force de connaître bien ces secteurs. Mais au début, commencer par un itinéraire pas très loin de chez vous, quelque chose qui est déjà connu, tu sais, que vous avez déjà fait en rando d'un jour, mais que là, vous allez y aller, camper, y revenir, peut-être faire un aller-retour au début, ça peut être rassurant. Puis 1 ou 2 nuits là, pour commencer, évidemment, pour pas mettre ça trop gros, puis bien tester votre équipement. Puis même si vous prévoyez, mettons, votre rêve, là, c'est de faire un long sentier là, comme le SIA ou la Log Trail au Vermont, ben, partir tout de suite avec ça, c'est quand même très intimidant, puis on sait qu'on va faire des erreurs au début. Fait qu'on aimerait ça faire ces erreurs avant de partir pour sa grosse aventure. Fait que tester 1 ou 2 nuits, un week-end, pas trop loin de la maison, en aller-retour, ça peut régler beaucoup de problèmes qui vont être évités lors de votre aventure principale de l'été, là. Ouais, tu sais, on pourrait comparer ça à un marathon. Tu sais,
tu te mets à la course, est-ce que tu vas aller faire un marathon direct en partant? Non, il va y avoir de la préparation à faire. Tu sais, on va commencer par des 10 kilomètres. Après ça, on va monter même pas, en fait, on commencera même pas par 10 kilomètres, mais je veux dire, on va monter quand même le kilométrage comme ça, Graduellement. graduellement, pour se rendre au marathon qui serait l'équivalent, mettons, on va dire, si le marathon est 10 jours de randonnée, mais on ne se rend pas à 10 jours dès le départ. On va expérimenter avant, puis on va se pratiquer, on va euh, expérimenter avec notre équipement pour pouvoir l'éplucher, pour pouvoir dire OK, mais ça fonctionnait pas, ça, j'en ai pas eu besoin. Puis que quand on va être rendu sur 10 jours, ben là, on va être rendu prêt et on va savoir ce qu'on fait vraiment avec notre équipement. Quand on va arriver à notre campement, s'il pleut, ben on va savoir OK, comment bien monter notre tente pour pas être pris avec la météo et ne pas, en fait, perdre du temps à ce moment-là. Donc, c'est plein de choses qu'on va vouloir mettre en pratique pour que quand on arrive sur le terrain, mais qu'après ça, tout est mieux en fait à ce niveau-là. Là. Ouais, puis je vois souvent la question, tu sais, c'est quoi le meilleur entraînement que je peux faire, le meilleur programme d'entraînement pour la longue randonnée? Ben, le meilleur entraînement pour la longue randonnée, c'est la longue randonnée. C'est plate comme réponse. Ouais. Mais tu sais, partez une nuit, ne serait-ce qu'une nuit à chaque fin de semaine ou deux, trois fins de semaine dans votre été avant votre grosse aventure. Le plus possible. Puis même de la rando à la journée, comme je disais tantôt, avec votre équipement dans votre sac. Tu sais, OK, là, on faut se foutre un peu de quoi vous avez l'air. Là. Allez sur le Mont-Saint-Hilaire avec tout votre équipement, le monde va vous regarder bizarre, mais ça fait partie de l'entraînement, puis c'est le fun de le faire. Puis ça fait en sorte qu'on est plus familier avec ce qu'on a sur le dos la journée qu'on part plus longtemps. Là. Ouais, exactement. Après ça, tu sais, maintenant qu'on a essayé une journée comme ça, sur un terrain qu'on connaît, pas trop loin de la voiture, en fait, même avant ça, je pourrais même dire, si c'est la première fois que vous montez votre tente, pis ça, montez-la, montez-la dans votre cour, tu sais, ou allez chez vos parents, peu importe, puis essayez de monter votre tente. Juste pratiquez-vous, puis quitte à dire, OK, ben, je vais passer cette nuit-là dans ma tente. Juste voir, OK, Mm. ben, comment comment ça se passe? Est-ce que le matelas était bon? Tu sais, même avant d'être là sur le sentier, des fois, juste dans la course, ça peut fonctionner. Parce que je suis revenu un peu en arrière. Maintenant, je reviens où est-ce qu'on était. Hem, Ça peut être bien aussi de ne pas partir seul, parce que c'est un stress des fois qu'on a, donc puis tu sais, on n'a pas l'expérience aussi nécessairement, donc d'être plusieurs, ben, Mhm. ça l'assure un peu plus la sécurité et une des choses qui est le fun dans tout ce monde du voyage et de la randonnée, c'est qu'il existe des groupes guidés. Fait que si, là, vous êtes rendu: «OK, je veux monter un peu ma distance», ou en fait, je me sens prêt à aller sur un long sentier, mais peut-être que j'ai encore un peu d'insécurité, c'est là que les groupes guidés deviennent intéressants et ce qui va être le fun de ces groupes guidés-là, mais c'est que vous allez voir votre guide en action et de là, vous allez pouvoir, ben, prendre un peu de son expérience, voir un peu ce qu'il fait, comment il monte la tente, la nourriture, comment ça se passe au campement, comment il gère un peu les déchets et en fait, tous les bases de la randonnée et prendre un peu ça dans votre bagage qui va faire que quand vous allez partir seul, mais vous allez être un peu plus prêt à le faire. Mhm. L'autre chose, l'avantage de partir à deux ou même à trois, c'est qu'au début, on peut même partager l'équipement à deux et Mmh. trois. Tu sais, si on n'est pas nécessairement tout équipé, ben il y en a un qui peut traîner le kit de cuisson. On peut même séparer la tente en deux, trois morceaux. Si on a une tente plus lourde à ce moment-là, puis qu'on veut pas nécessairement investir dans une tente plus légère. Fait que partir à deux, trois personnes, ça a quand même ses avantages. On partage ses connaissances, on rit beaucoup, je vous dirais, dans tous ces apprentissages-là. Ça peut être très drôle fait vécu. Donc, oui, mais partager l'équipement dans plusieurs sacs, ça aide au début. Puis s'il y en a un qui a plus de difficultés que l'autre, ben on peut diviser le poids, s'entraider. Fait que c'est beaucoup plus sécurisant de partir avec une ou deux personnes au début, là, puis avant d'expérimenter ça en solo. Là. Ouais, puis exact, tu sais, puis comme tu dis, ça l'aide aussi à couper les coûts, puis pas juste les coûts de comme on va acheter une tente plus chère, mais juste peu importe la tente, c'est comme qu'on dit, on n'est pas encore sûr d'aimer la longue randonnée, d'aimer les passer plus qu'une nuit en forêt, fait que ça sert à rien d'acheter la grosse tente comme ça. Fait que là, on peut juste prendre une tente, que ça soit la tente qu'on avait, tu sais, avec notre famille, qui est une 4 places, qu'on a acheté au Canadian Tire. On s'en fout, on veut juste aller expérimenter, puis c'est là que le fait qu'on parte à la gang, mais même si elle est un peu plus lourde, c'est pas grave, on la sépare à 3 puis on est correct, là. Mhm. Ça se fait bien. Puis tu sais, même si on part à deux, on va quand même avoir des peurs. Là. Je veux rentrer dans le sujet des peurs avant de Mmh. partir.
C'est tout le temps stressant, une première expérience en longue rando. On est tous passés par là. Moi, au début, tu sais, on parlait de sommeil tantôt. J'ai pas dormi, moi, mes 2 premières nuits quand OK. je suis partie seule en longue randonnée. Par contre, ma première expérience, j'étais pas seule. Donc, ça a aidé d'être 2. On apprenait ensemble. C'était beaucoup moins stressant. Mais il y a quand même des peurs. Tu sais, au début, on est dans le bois tout seul, dans le noir. L'imaginaire est très fort. L'imaginaire se fait aller beaucoup. Fait que c'est normal d'avoir ces peurs-là, puis c'est normal de mal dormir les premières nuits. Mais ça va s'estomper avec l'expérience, avec l'expérimentation. On se rend compte rapidement. Puis ça, faut le vivre là, pour passer au-delà de ces peurs-là, qui peuvent pas nous arriver grand-chose. Surtout ben, au Québec, là, la faune n'est pas si hostile que ça. Puis tout ce qu'on a, nos histoires de cauchemars, ah, il y a un ours qui va m'attaquer cette nuit, il y a un orignal qui va piétiner ma tente, ça n'arrive pas. Donc, à force de le faire, on réalise qu'on est vraiment plus en sécurité dans la forêt qu'on le pense. Puis on va tout déconstruire ces petites peurs-là au fil de nos expériences. Puis je pense que c'est ça qui est beau. Puis ça progresse quand même assez vite. Moi, la première fois que je suis partie solo, la première nuit, j'ai pas beaucoup dormi. La deuxième, moyen. Puis après ça, j'ai fait comme, waouh, je suis vraiment en paix. Ça va bien. Puis j'étais plus fatiguée aussi parce que j'avais plus de kilomètres dans les jambes. Fait que les Mmh. nuits suivantes, ben, je dormais beaucoup mieux. Puis j'ai tout déconstruit ces petites peurs-là au fil de mes pas. Fait que, n'ayez crainte, pas des fausses peurs. Je pense qu'on a tous nos bagages, on a tous nos expériences, mais on peut les déconstruire, ces peurs-là, avec l'expérience. Puis c'est bien d'en garder quelques-unes, là. Il y a des vraies et des fausses peurs, là. Mais au début, c'est normal qu'on soit nerveux puis qu'on dorme pas super bien, puis ça s'estompe au fil du temps. Ouais, c'est ça, exact. Puis, tu sais, si on a certaines peurs, mais c'est juste de dire, OK, bon, ben, cette peur-là est due à quoi? OK, est-ce qu'elle est due aux ours dans la région? OK, bon, mais qu'est-ce que je dois faire pour prévenir cette peur-là? Donc là, c'est de suivre, OK, bon, ben, c'est quoi les protocoles avec les animaux, la nourriture, qu'est-ce que je fais avec? Comment. Fait que, s- posez, posez-vous la question, c'est quoi ma peur? Puis bon, ben, après ça, allez-y en reverse. Comment je règle, en fait, comment je règle le problème pour que cette peur-là n'arrive pas. Donc, c'est si simple que ça, en fait. Mhm. Puis, Des c'est fois, elles là. sont pas nécessairement fondées. Si on regarde les statistiques et tout, ça peut nous aider à déconstruire ces peurs-là. Puis Mhm. finalement, au final, on se rend compte que, tu sais, il n'y a pas eu d'attaque de loup, il n'y a pas eu d'attaque de coyote vraiment sur des campeurs. Donc, Ouais, on peut rationaliser ces peurs comme ça. exact. Moi, après ça, j'aimerais aller vers le. On est prête, là. Tu sais, on a fait notre overnight, on a fait une nuit en camping sur un sentier qu'on connaît, puis tout ça. Puis là, on a peut-être essayé un sentier avec un guide. Puis là, on aimerait aller de nous-mêmes avec un ami, notre chum, notre blonde, peu importe, sur le terrain et expérimenter un sentier de plus longue randonnée. Fait que pas juste une journée, mais plusieurs jours par nous-mêmes. Je dirais, une des choses qui est intéressante à checker, et qui est beaucoup, qui est surtout répandue en Europe, en fait. L'Europe a beaucoup de sentiers qui sont de village en village. Fait que ça peut nous permettre d'enlever ce petit stress-là de dire, OK, je vais être plusieurs jours sur le sentier, mais je pense que peut-être l'attente, j'ai remarqué que c'était pas pour moi, ou tout simplement que je me dis, ben, j'ai envie de cette sécurité-là, d'avoir des portes de sortie pas bien loin. Il y a plusieurs sentiers qui existent à ce niveau-là. Donc, qui va avoir des villages, qui va avoir de la nourriture qu'on va pouvoir avoir un peu sur le sentier pour pas tout avoir à transporter. Et si on est prêt à aller un petit peu plus loin, il y a aussi plusieurs sentiers qui existent, on en a au Québec, qui sont de refuge en refuge. Fait que si on veut avoir la sécurité d'avoir 4 murs parce que peut-être c'est une chose qui nous stresse ou peu importe pour quelle raison que vous avez, mais il y a plusieurs sentiers qui existent qui sont de refuge en refuge. Oui, des fois, ça va être un peu plus rustique. Ça veut pas dire que c'est un refuge, qu'on n'est pas seul à l'intérieur, mais il y a quand même cette sécurité-là qui existe. Puis après ça, ben oui, en Europe, il y a des refuges qui vont avoir le repas compris, le déjeuner compris, même certains avec des douches. Mais il y a des sentiers pour tout, vraiment pour tout le monde. Donc, Mhm. trouvez un peu ce que vous aimez, explorez, puis faites vos recherches. Puis c'est là que je reviens aux réseaux sociaux, là, c'est là que c'est le fun pour l'inspiration. Tout le monde a expérimenté un peu tout, fait qu'on va se trouver quelqu'un que, ah, ben cette personne-là a les mêmes styles que moi. Donc, si vous voyez ce que Catherine a fait, puis ah, ben Catherine, elle aime ce que je fais plus la plus longue randonnée, un peu plus éloignée dans des zones un peu moins achalandées. OK, ben, je vais aller vers ce que Catherine elle aime. OK, non, j'aime plus la randonnée
10 jours, 2 semaines avec des refuges ici, un village ici, OK, avec après ça un bout un peu plus en isolé, un mix de tout ça, OK, ben Alex a l'air d'aimer un peu plus ça, je vais regarder ce qu'il fait. Mais il y a plein d'autres personnes, là, je vous nomme juste moi puis Catherine, mais il y a vous allez trouver votre personne qui vous ressemble puis que vous allez pouvoir vous inspirer pour découvrir plusieurs sentiers, là. Ouais, se trouver un mentor, c'est vraiment le fun aussi. Puis les personnes qui font de la longue rando, généralement, ça leur fait vraiment plaisir de Mhm. partager leur expérience, répondre aux questions. Fait qu'hésitez pas à trouver votre mentor qui fait le genre d'aventure qui vous inspire pour lui poser toutes vos questions. Ouais, J'aime bien l'idée que tu as eue là, de refuge en refuge. Le gros avantage de ça, c'est que si on n'est pas complètement équipé, ben on peut commencer par là. Tu sais, on va pratiquer son multijour sans nécessairement avoir à s'acheter une tente ou tout l'équipement en détail. Il y a même des refuges qui ont des brûleurs, donc on aurait techniquement pas besoin de traîner son équipement de cuisson. Évidemment, il faut savoir à l'avance c'est quoi l'inventaire dans les refuges mhm. où on s'aventure, là. Mais ça, c'est parfait pour débuter là, quand on n'est pas habitué de dormir en tente puis on veut pas nécessairement en traîner une. On veut partir un peu plus allégé pour commencer. Il y a plein d'itinéraires possibles au Québec. Il faut les réserver rapidement, par exemple. Hein, c'est pas premier arrivé, premier servi au Québec la plupart du temps. Donc, faut y penser à l'avance puis réserver son itinéraire bien à l'avance. Ouais, puis pour, tu sais, même pour les gens qui voudraient, qui se sont testés, qui ont vu, puis qui voient que ils ont certaines restrictions, que ce soit des restrictions physiques, des restrictions de santé ou, en tout cas, peu importe quoi. Il y a aussi, moins au Québec, mais beaucoup en Europe, il y a des possibilités de transport de bagages en Amérique du Sud aussi, avec que ce soit des ânes qui nous suivent, des choses comme ça pour traîner nos bagages. Fait que si vous sentez que, OK, mais moi j'ai des problèmes de genoux, je suis pas capable de transporter un sac à dos on va dire, de 30 livres, mais il y a des solutions pour ça. C'est ce que j'aime de la randonnée, c'est que peu importe quel genre de randonneur qu'on est, peu importe notre bagage, etc., on est capable de trouver un sentier qui nous convient. Il faut juste le trouver. Mhm. Très bon point. Genre, c'est accessible à tous, finalement. La longue randonnée, ça reste de la marche, hein. Fait Ouais, que, l'humain est fait on pour peut y trouver marcher. son style. On est fait pour marcher. Marcher, c'est la vie. Ouais. Donc, voilà. Je sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter sur cette partie-là qui est comme le sentier en tant que tel. L'itinéraire. Ben, en fait, il y a aussi beaucoup d'applications. J'ai pas parlé des Mhm, outils là, pour choisir son itinéraire, mais il y en a plein. Si on reste au Québec, il y a le site de Rando Québec qui s'appelle balisequebec.ca, baliseqc.ca. Vous pouvez filtrer par itinéraire de longue randonnée. Fait que vous avez plein d'idées là-dedans, puis vous avez tous les détails. Vous pouvez télécharger les cartes la plupart du temps. Même, ça va vous donner les contacts des gestionnaires de sentiers pour les appeler, pour poser toutes vos questions sur l'itinéraire. Puis après, bien évidemment, on a toutes les applis de navigation. C'est sûr que c'est bien de traîner une carte papier. mhm. Ça évite que ben, si le cellulaire meurt et on n'a plus de ressources, au moins on a quelque chose de physique sur lequel on peut se fier. Puis moi, j'adore les cartes papier, je trouve ça beau. J'aime ça, moi, la tenir dans mes mains, puis tracer mon itinéraire avec un petit crayon. Mais il existe des applis de navigation pour les téléphones intelligents. Donc, une très populaire, ce serait AllTrail. Je pense que tout le monde peut-être connaît déjà AllTrail parce qu'il est utilisé beaucoup en randonnée, même à la journée. Sur les longs parcours, exemple le SIA ou l'Appalachian Trail, la Long Trail au Vermont, il existe Far Out, qui est un Mhm. outil très complet de navigation sur le sentier. Donc ça, c'est quasiment c'est utilisé par 99% des randonneurs sur les longs itinéraires. Puis il y en a plein, là, je les passerai pas toutes, mais il y aurait Gaia, si on paye pour la version hors ligne, qui est disponible hors ligne. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut regarder, hein. On n'a pas nécessairement de réseau cellulaire tout le temps. Fait que Mhm. c'est important d'avoir une option de navigation qui fonctionne hors réseau. Comme l'appli, exemple, maps.me, maps.me, se navigue hors ligne. On peut télécharger la zone à l'avance. Ça agit un petit peu comme un Google Maps, mais il y a aussi les sentiers là-dessus. Puis ça marche hors réseau. Donc, quand on n'a pas de réception cellulaire puis qu'on a pré-téléchargé la carte, on peut quand même naviguer puis s'y retrouver. On est géolocalisé sur la carte. Mhm. Puis écoute, il y en a plein, là. On pourra peut-être, je sais pas si on avait fait un épisode là-dessus, peut-être, Oui. mais oui, hein, il y en a 1000 là, des applis de géolocalisation puis de téléchargeage de cartes. Donc, trouvez celle qui vous convient le plus. Là, je vous ai mentionné les plus populaires, mais il y en a d'autres. Là. Fait qu'allez-y, explorez ça. Là.
Puis dans le même sens, en fait, je veux dire, ce qui est le fun aussi d'avoir autre chose que notre téléphone, avec un appareil qui est plus GPS, c'est la possibilité de rentrer en contact avec, que ça soit nos proches ou les autorités. Oui, je sais que maintenant les téléphones, iPhone, par exemple, a un mode, qui que l'on peut avoir communication avec satellite, mais si c'est pas le cas, si c'est pas ce que vous avez, il y a c'est ce qui est le fun d'avoir un appareil comme que ça soit un Garmin InReach ou peu importe lequel, d'avoir cette sécurité-là, de pouvoir entrer en contact avec quelqu'un s'il nous arrive de quoi. C'est une chose qu'il ne faut pas se fier à 100% parce que oui, c'est bien de rentrer en contact avec les gens. Il faut être capable d'attendre ces secours-là. Je ne rentrerai pas dans tous les détails de ça, mais vraiment de pouvoir assurer sa sécurité sur le sentier, c'est une des choses qui, je dirais, qui serait de base avant de partir par vous-même. Ouais, fait que s'assurer qu'on a un moyen de communication hors réseau cellulaire. Je pense que c'est primordial quand on part en Ouais. milieu sauvage pour une période prolongée. Puis même en rando à la journée, là, si on part éloigné, c'est important d'avoir ce moyen-là de communication hors réseau. Ouais, puis tu sais, même avant ça, le basic que, je vous conseille même d'utiliser lorsque vous faites vos randonnées d'une journée, de toujours avertir quelqu'un: «OK, je vais être à telle place, je devrais être revenu pour telle heure ou tel jour», là, dans ce cas-là, en termes de randonnée. Heu, donner un buffer, là, parce que Mais c'est ça peut déclencher un appel assez vite si on est un peu c'est en retard, là. ouais, que ça soit lorsqu'on est à la journée, on dit on arrive à 17 heures, puis en fin de compte, ah, il a mouillé toute la journée, puis on arrive à 19 heures. Garder un buffer ou que ça soit même, en randonnée de plusieurs jours, ça se peut que, ben, c'était plus beau qu'on pensait, que le terrain, en fin de compte, est un peu plus difficile, puis qu'on s'ajoute, je sais pas, un après-midi ou même des fois une nuit sur le terrain. Donc, garder un petit buffer quand même, juste pas énerver vos proches pour rien. Ouais, puis ça, Hem mais ça fait partie des formations offertes là, quand vous faites une formation en sécurité en randonnée ou en longue rando. Ils mmh vont vous dire d'avoir un plan d'évacuation, un plan de communication d'urgence, des contacts, puis donnez votre itinéraire à quelques personnes avant de partir. Exact. Tu sais, comme qu'on dit, cet épisode-là, c'est vraiment juste pour rentrer en Un surface, survol, là. Ouais, un ouais. survol surtout. J'ai envie d'aller vers, l'énergie qu'on va avoir sur le sentier, de ben, de pas vous décourager, que c'est normal que l'énergie sera pas stable. C'est pas comme on s'en va faire une randonnée d'une journée, on savait qu'on allait faire cette randonnée-là, on s'est couché tôt la veille, tu sais, on a mis toutes les chances de notre bord, on a pris la meilleure journée avec la météo la plus belle qui existe, tout va super bien. Là, il va y avoir de l'imprévu. Il va y avoir, ça se peut qu'on ait une nuit qu'il a venté toute la nuit, qu'on a mal dormi parce que le vent sur notre tente, nous a réveillés. Donc ça se peut qu'on arrive, à troisième journée, puis bon, ben, cette journée-là est plus difficile ou que, peu importe, on manque un peu d'eau, qu'on se sent un peu, une baisse d'énergie due au manque d'hydratation, que, bon, ben, cette journée-là, le terrain hier était vraiment difficile, que là, on se sent un peu plus raqué, que c'est un peu plus dur. C'est normal. Les journées ne seront pas toutes égales pour Mhm. plusieurs et plusieurs raisons. Puis découragez pas, puis martelez-vous pas juste sur cette journée-là. C'est une erreur qui est trop commune en longue randonnée de bon, on a une journée difficile, puis on a envie d'abandonner sur cette journée-là. Ça sera pas stable. Ça va être une montagne russe d'émotions et, Mhm. et d'énergie. Donc, prenez ça, voyez en fait, voyez ça plus sur le big picture que à la journée même de bon, aujourd'hui ça va mal, faut que j'arrête. Non, non, demain, ça se peut que ce soit la meilleure journée de votre trip, même si aujourd'hui c'est la pire. Ouais, fait que je dis toujours ne jamais abandonner lors d'une mauvaise journée. Ouais. Quand ça va pas bien, continuez d'avancer. Ouais, exact. C'est sûr que là, après ça, si après 4 jours, vous dites: Voilà, «Ouais, je sais pas qu'est-ce que je fais ici, puis c'est ça. j'ai j'ai vraiment pas de fun», là, on en reparlera. Mais une mauvaise journée, ça arrive à tout le monde. Ouais, C'est comme je dis, c'est dû à plusieurs choses, là. Puis des fois, ouais. c'est même au travers la même journée. Tu sais, des fois, juste pour randonner avec, que ce soit avec mon meilleur ami, peu importe où, heu des fois, il y a des moments dans la même journée que je suis comme: «Ben, en ce moment, moi, Ça me je tente marche plus. à ce rythme-là, c'est je sens que j'ai pas d'énergie», puis lui, il est full énergie à ce moment-là, puis à l'inverse, rendu, plus tard dans la journée, c'est lui
que ça va moins bien, puis là, que moi, on dirait que je pourrais avancer à l'infini. Ça va être un mix de ça dans un si vous y allez en groupe aussi, là, vous allez voir, on n'a pas toutes le même horaire. Là, moi, je donnais cet exemple-là, mais en fait, c'est complètement l'inverse. Moi, le matin, je me réveille, puis je pourrais marcher à l'infini. Puis c'est souvent rendu plus tard en soirée que là, je commence à perdre en fait, à perdre de l'énergie. Puis ben, lui, c'est l'inverse. Lui, c'est après le dîner, c'est là que ça va bien. Donc, on va tous avoir des manières Des différentes, rythmes différents. des rites différents. Puis ça va être des compromis. Puis ça va être de s'encourager ensemble, puis de se remonter le moral ensemble. Puis comme je Mhm. dis, c'est normal. Oui, ben c'est un des, je dirais pas un inconvénient, mais un apprentissage à partir à Mhm. plusieurs. Faut déjà bien, ben en fait, même si on se connaît pas super bien avant de partir, je vous garantis qu'en 24 heures, vous allez vous connaître. En longue randonnée, on devient très proche très vite. Puis comme tu dis, tout est une affaire de compromis, puis c'est un travail d'équipe. De partir en groupe, on ne se sépare pas. Surtout si on a séparé l'équipement entre les Ouais. sacs, c'est important quand même de rester ensemble. Puis c'est ça, c'est vraiment un travail d'équipe, d'apprendre à se connaître, de faire des compromis. Puis Puis c'est super intéressant. Puis je dirais, c'est important de bien communiquer. Oui, Si toujours. si je donne l'exemple de comme je parle avec ma conjointe ou avec mon meilleur ami, mais tu sais, on se connaît comme ça fait je sais pas combien de temps que j'étais avec ben, en fait, oui, je sais ça fait combien de temps que j'étais avec ma conjointe, il faudrait pas qu'elle entende ça. Ça fait mais je veux dire, tu sais, ça fait je sais pas combien de temps aussi que je connais mon meilleur ami. On se connaît, on a expérimenté plusieurs choses, fait que je suis capable de lire sur son visage quand ça va pas bien. Mais des fois, ça sera pas toujours le cas, fait que c'est important de bien communiquer, de dire mais moi, en ce moment, j'ai de la misère. J'aimerais qu'on ralentisse un peu. J'ai besoin d'un break. J'aimerais qu'on arrête pour manger en ce moment. Je pense que ça va Oui, me faire du bien. De communiquer ces choses-là. Il ne faut pas prendre pour acquis que l'autre est dans notre tête puis c'est exactement comment qu'on file et que l'autre est sur le même beat que nous. Donc, juste bien communiquer, ça va vous éviter des malentendus, ça va vous éviter des frictions entre le groupe. Puis ça va vous permettre de rendre cette randonnée-là plus agréable pour tout le monde parce que c'est pas le fun quand il y a quelqu'un qui a l'énergie dans le tapis, puis que lui, il pousse, il pousse, il pousse, puis que nous, on se tue à être capable de suivre. Je pense, rendu là, on peut juste essayer de trouver une balance, puis que comme ça, un bel équilibre, que tout le monde est capable de trouver son fun au travers de cette randonnée-là. ouais. Fait que savoir bien s'exprimer, savoir écouter son corps, puis savoir écouter l'autre aussi, Mhm. c'est la clé là, pour une belle petite randonnée en groupe, là, Ouais, pour que exact. ça se passe bien. Puis Ouais. pas accumuler. Il ne faut jamais, jamais attendre. Si tu as une roche dans ton soulier, arrête-toi puis enlève-la maintenant. Si tu sens que tu vas peut-être manquer d'énergie, il faut anticiper ces inconforts en longue randonnée. Il ne faut pas attendre d'avoir mal, il ne faut pas attendre d'avoir faim pour manger. Mhm. Faut tout faire au moment où on y pense. Puis même, des fois, si on s'hydrate, si on a le réflexe de ne pas s'hydrater assez, se mettre un petit timer pour s'hydrater, puis rester au-devant de ses propres besoins, puis Mhm. justement d'être à l'écoute de l'autre, puis oui, de savoir lire l'autre, mais surtout, comme tu dis, de savoir communiquer quand on a un petit moment plus bas un peu, là, en énergie ou en motivation, Ouais, ou en exact. douleur. Ouais. Parce que la douleur aussi, faut bien savoir la gérer, on apprend à l'apprivoiser. C'est normal d'avoir mal jusqu'à un certain point. Puis, tu sais, on parlait du roller coaster d'énergie qu'on peut avoir dans une longue rando. La première journée, c'est généralement la lune de miel. On part, on a son nouvel équipement, on a son sac sur le dos, on Ouais. est super motivé. Puis dans la motivation et l'excitement, souvent, on va oublier de prendre des snacks, on va oublier de prendre des collations, on va oublier de boire de l'eau. On va oublier qu'on a peut-être une ampoule qui est en train de se former. Fait que la première journée, elle peut super bien se passer. Puis là, whoop, on campe la première nuit, on dort moins bien, on mange pas beaucoup parce qu'on est nerveux. Le lendemain va être rough. Je dirais la deuxième et la troisième journée, là, personnellement, de ce que j'ai vécu, puis de ce que j'ai vu de Mhm. d'autres gens qui l'ont expérimenté, la deuxième et la troisième font mal. Puis c'est normal d'être raqué. C'est normal d'avoir des courbatures. C'est normal que la deuxième journée, oups, là, le sac il fait un peu plus mal, on sent le poids parce qu'on était super motivé la première journée, puis la deuxième journée, on a moins bien dormi. La deuxième et la troisième sont les plus rough, les plus douloureuses. Il faut apprendre à reconnaître ces douleurs. Il y a des douleurs qu'on peut passer par-dessus si c'est juste des simples courbatures, puis ça, c'est normal. Faut pas abandonner l'expérience juste parce qu'on est un peu courbaturé. Mais il faut aussi savoir quand faut s'arrêter.
Ouais. Si on est vraiment blessé, on s'est viré une petite cheville la première journée, puis on se dit, ah non, non, c'est juste des courbatures. Ben non, c'est pas des courbatures si on se vire une cheville. Fait qu'il faut reconnaître les signes de son corps, reconnaître si on a un coup de chaleur. Puis ça, dans les cours de premiers soins, on l'apprend, là, mais Mhm. savoir s'écouter puis écouter son corps, puis savoir reconnaître quelles sont les douleurs normales, apprendre à les apprivoiser, puis reconnaître les douleurs ou les inconforts qui sont pas normales, puis l'adresser au moment où on commence à le sentir. C'est super important parce que les ampoules, ça peut mettre fin à votre... Aussi niaiseux que ça puisse paraître, là, une simple ampoule, si on la traite pas, peut faire en sorte qu'on arrête sa randonnée. Parce que ça Mhm. peut s'empirer puis devenir 10 ampoules, puis saigner, puis s'infecter. Puis... Fait que la moindre petite chose qui survient, il faut l'adresser, soit l'apprivoiser ou en prendre soin. Fait que pas attendre, rien accumuler en fait. Ouais, 100%. Puis euh, j'ai envie de revenir sur, tu sais, en disant que les journées sont pas toutes égales, mais ils seront pas toutes égales aussi en termes de kilomètres qu'on va faire. Puis ça va être normal aussi pour plusieurs raisons. Comme on a parlé de l'énergie, mais ça va être aussi, lorsqu'on est sur une longue randonnée, souvent, mais on va croiser plus qu'un type de terrain, plus qu'un type de sentier. Fait que c'est normal que peut-être, en fait, souvent, le début de sentier est un peu plus vite parce qu'on est souvent un peu plus proche de la route ou quelque chose comme ça. Fait que ça va être un peu plus progressif, un peu plus plat. Mais après ça, ça se peut que quand on arrive un peu plus dans la région éloignée, mais là, que le terrain soit un peu plus technique. Fait que de pas, encore une fois, se taper dessus pour dire ah, mais là, je fais pas mon 15 kilomètres que j'avais prévu. C'est- Ça se peut. Les journées, ça va être de l'improvisation, ça va être de l'adaptation. De dire, bon, ben, OK, ici, le sentier n'est pas tout à fait ce que j'avais envisagé. C'est beaucoup plus technique, ça me prend beaucoup plus de temps. Fait que savoir s'adapter. Puis ça revient à ce que je disais au début, c'est là l'importance d'étudier le sentier qu'on va aller faire pour être prêt à ça et faire un bon découpage de nos journées en avance. Mhm. Pas nécessairement un découpage égal, mais comme tu as dit, si on connaît bien le terrain, on connaît le dénivelé puis le niveau de difficulté, il y a peut-être une journée qui va être seulement 10 kilomètres parce que cette portion-là du sentier est beaucoup plus ardue. Puis il y a d'autres journées où ça va être plus plat. On pourrait peut-être planifier un 20, un 25 au début. Peut-être pas autant, là, mais il faut vraiment savoir lire le sentier puis connaître son niveau de forme physique, là. C'est la clé. Exact. T'avais-tu d'autres choses à ajouter là-dessus, toi? Ah mon Dieu, mais écoute, on pourrait en parler On pendant pourra en des parler, heures, oui. mais je pense qu'on a bien résumé. L'autre chose que j'aimerais ajouter, c'est l'étiquette en longue Oui. randonnée, le savoir-vivre, savoir-être sur les sentiers de longue randonnée. Évidemment, la base, c'est de connaître ses principes sans trace. En rando à la journée, c'est un peu différent qu'en longue rando, parce qu'en longue rando, on va générer plus de déchets, on va manger, on va traîner tous nos déchets. Fait que oui, traîner tous vos déchets, on ne laisse absolument rien derrière. Donc, en anglais, ils disent pack it in, pack it out. Si tu l'as apporté, tu sors avec. Mhm. Donc, c'est ça. Connaître ces principes centrales, les étudier. Je ne vais pas vous les énumérer, mais il y a plein de ressources en ligne qui existent pour vous familiariser avec ces principes-là. Les autres choses, l'hygiène en longue randonnée, hein, c'est un aspect qu'on n'a peut-être pas à gérer à la rando à la journée, mais en longue rando, on n'est pas habitué de ne pas se laver. Il y a des gens qui se lavent à tous les jours, aux 2 jours, mais on ne peut pas nécessairement faire ça là, en longue randonnée. Et on ne peut pas non plus utiliser de savon en milieu sauvage. Donc, même si le savon dit que c'est biodégradable, puis on peut jeter ça dans la nature, évitez le plus possible, s'il vous plaît, l'utilisation du savon. Ça détruit quand même les micro-organismes, même si le savon est biodégradable. On n'utilise surtout pas ça dans les cours d'eau. On ne se lave pas au savon dans un lac. On ne fait pas ça. Ouais, c'est Donc, là que ça crée des algues et des. oh, ça défait tout l'équilibre de l'eau. Exact. Puis Donc, si vous avez à utiliser de l'eau, que ça soit juste votre eau, tu sais, on va y de aller même avec cuisson. votre eau de cuisson, ben essayez de la filtrer pour enlever comme la nourriture dedans que vous allez pouvoir garder dans un sac. Puis mais après ça, essayez de la mettre dans un sol qui va absorber. Tu sais, si on le met dans le sable, ça absorbe absolument rien. Fait qu'on va le mettre dans un sol qui est plus terreux, que ça va pouvoir euh, aspirer un peu plus les Les nutriments déchets puis organiques ou ouais. les décomposer en fait naturellement. Mhm. Ben, même chose pour nos besoins à nous, hein, apprendre à faire ses besoins dans la forêt. Donc, apprendre à creuser son trou de la meilleure façon. Vous allez trouver ces instructions-là
sur les sites qui parlent du Centras pour faire ses besoins. L'utilisation des bécosses aussi. Récemment, beaucoup de gens utilisent des lingettes pour se torcher. Même si elles sont biodégradables, il ne faut jamais laisser sa lingette humide dans son trou ou même dans une toilette sèche ou une bécosse. Il faut les ramener avec soi, ça ne se dégrade pas assez vite. Puis les bénévoles qui s'occupent de gérer les bécosses doivent enlever ces petites lingettes une à une si Mhm, on les a jetées là-dedans. Fait que ça, c'est bon à savoir. Les lingettes humides, ceci dit, c'est un très bon allié en longue randonnée pour se laver en fin de journée. Mais de grâce, on les ramène comme tous ces déchets dans son sac Ziploc à déchets. ouais, et puis tu sais, au village le plus proche, peu importe, on, on vide notre sac. Puis je l'ai expérimenté sur plusieurs sentiers aussi que même dans les refuges, ils n'acceptent pas nos déchets parce que ben, c'est des refuges qui sont souvent isolés. Donc, ben, tu sais, sont alimentés par hélicoptère et sont vidés par hélicoptère ou sont vidés par le guide qui se rend là. Donc, ils n'acceptent pas les déchets. Fait que soyez autonome, vraiment, ayez votre sac à déchets parce que, ben, on veut respecter la nature, mais parce que aussi, ces gens-là, dans les refuges, travaillent en fou à apporter comme toutes ces ressources-là et à enlever déjà leurs déchets qui créent au repas le soir, des choses comme ça. Fait que, Mhm. on essaie de ne pas encombrer déjà le système de cette manière-là. Mhm. Puis l'autre chose aussi, limiter tu sais, en camping, on a l'habitude, puis je pense que c'est culturel là, de faire des feux. Ben en longue randonnée, on va être en milieu éloigné. De grâce, éviter le plus possible de faire un feu. De toute façon, en fin de journée, dans un contexte de multijour, on est tellement fatigué que c'est très rare qu'on ait le temps et l'énergie de gérer un feu. Quand je parle de gérer, c'est que c'est quand même complexe à éteindre. Il faut avoir une source d'eau fiable à proximité, il faut creuser, il faut s'assurer qu'il n'y a plus de braise, il faut le veiller. Donc, c'est beaucoup de travail faire un feu. Ça use la forêt, ça use les ressources, parce qu'évidemment, on n'amène pas son bois de chauffage. En longue randonnée, on ne traîne pas ses bûches sur son dos. Donc, éviter de faire les feux le plus possible, ça utilise trop de ressources. Puis si tout le monde faisait ça, ben on pourrait plus faire de longues randonnées. Là. Il y aurait plus assez de. On touche pas évidemment au bois qui se trouve dans les sous-bois parce que c'est la maison de beaucoup de petits êtres vivants. Donc, Mhm. ça fait partie aussi, ça, des principes centrales. Fait apprendre à se passer de feu, en fait, en longue rando. C'est beaucoup plus simple. À cette heure, avec les brûleurs, avec les petits systèmes de cuisson, on n'a vraiment pas besoin de faire ça. C'était plus à l'ancienne, là, qu'on avait besoin de créer un feu avec des ressources naturelles. Mais maintenant, avec les petits brûleurs au gaz ou à l'alcool ou quoi que ce soit, on n'a vraiment plus besoin de se compliquer la vie là, à faire un feu. Ouais, puis j'aimerais finir en fait sur le où est-ce qu'on finit où est-ce qu'on monte notre fameuse tente. Ah oui. Donc, tu sais, ben, des fois, on se dit: «Ah, ben, c'est super beau ici, je vais la monter ici», mais c'est super beau puis c'est tapé parce que c'est le sentier. Donc, montez-la pas dans le sentier. Il va peut-être avoir d'autres randonneurs qui vont se lever avant nous et qui vont passer ou peu importe, vice versa. Ne montez-le pas, ben, faites attention à la végétation, tu sais, là, on revient au principe de base, mais faites attention où est-ce que vous la montez, que ce soit la végétation, il y a des végétations qui sont plus sensibles à ça que d'autres. Tu sais, essayez toujours de trouver l'espace qui est le plus plat possible. Si c'est un espace qui a été utilisé puis qui est marqué, en fait, pour ça, tant mieux. Comme ça, on est sûr que tout le monde va toujours monter sa tente à la même place et on n'abîme rien. Sinon, ben, les principes de juste respect aussi des autres randonneurs, tant que, comme je disais, de où est-ce qu'on de pas la monter dans le sentier, mais aussi, des fois, on a tendance à vouloir dire: «Ah, mais tu sais, je vais la monter dans cet abri-là 3 faces, ça va m'éviter de mettre un abri, dessus, tu sais, ça va aller plus vite». Mais une tente, ça prend beaucoup plus de place que si on se couchait juste dans l'abri 3 faces. Donc Mhm. c'est un peu un manque de respect, en fait, pour les autres qui arriveraient peut-être plus tard que nous le soir, au, à l'abri. Ouais, ben c'est ça pour les gens, les néophytes, là, un abri trois faces, c'est un abri en bois là, avec une plateforme. On en trouve beaucoup sur le long des itinéraires de longue randonnée. Puis oui, on peut être tenté parce que c'est à air ouverte, hein, il n'y a pas de porte, là, c'est comme disait Alex, c'est un abri de trois murs. Donc c'est juste un appentis avec un toit pour se protéger des intempéries. Et c'est vraiment fait pour dormir à même le sol. Donc on peut corder des fois jusqu'à. J'ai vu des lits, ça s'appelle un lean-to en anglais, là. On en trouve beaucoup là, dans les Adirondacks, dans les Appalaches et tout.
On peut corder là, jusqu'à 20 randonneurs. La plupart des abris, c'est 6, 8. Il y a des tout petits à 4 personnes, mais généralement, on peut fitter 6 à 8 personnes cordées, couchées directement sur les planches, là, sur son petit matelas de sol, sur une petite bâche pour protéger son matelas. Mais on ne monte pas sa tente là-dedans. Même s'il y a personne quand on arrive, ça se peut qu'on arrive tôt, on est comme, hey, je vais monter ma tente là-dedans parce qu'il y a du moustique et tout. On fait pas ça parce qu'il y a beaucoup de randonneurs sur les itinéraires de longue rando qui vont arriver plus tard. Puis à ce moment-là, ben, faut tout défaire sa tente pour laisser la place à tout le monde. Faut toujours qu'il y ait, en fait, il y a toujours, on peut toujours fitter plus de personnes qu'on pense dans ces abris-là, puis c'est fait pour ça, pour que les gens qui arrivent plus tard puissent s'y glisser, puis que tout le monde puisse être à l'abri. Puis, tu sais, pour les moustiques, ben, oui, on dort à même le sol, puis si on fait ça au Québec en période qu'il y a beaucoup d'insectes, mais on peut même dormir avec son filet sur la tête. Puis il existe des petits abris en filet moustiquaire qu'on peut suspendre au plafond puis qui prennent pas tant de place, qui prennent juste notre largeur, puis qu'on peut Mhm. juste se mettre dans une petite bulle de moustiquaire là, sans prendre plus de place que son système de couchage. Ouais, 100%. Euh, ben, j'ai envie de vous dire que je pense que ça résume en Hmm. large, comme le big picture de c'est quoi comment qu'on se C'est prépare quoi à la la longue longue randonnée. rando? Euh, j'ai envie si vous nous découvrez avec cet épisode-là, ben, je vous invite à aller écouter nos autres épisodes. On a rentré beaucoup plus en profondeur sur certains sujets qu'on a effleurés aujourd'hui. Je lance une invitation pour les gens qui seraient au Festival XP en Mauricie. Je donne un atelier sur la longue randonnée. Puis c'est un atelier ce qui va être le fun, c'est que c'est un atelier que je fais en collaboration avec vous. Donc, je veux qu'elle soit interactive, je veux que vous me posez des questions. Comme ça, ben, on va pouvoir vraiment couvrir un peu toutes ces insécurités-là et tous ces questionnements-là que vous avez. Pas juste que j'arrive avec un plan de match puis qu'en fin de compte, je passe à côté de quelque chose. Fait que ça va être interactif. Je veux qu'on parle ensemble. Ça, c'est au Festival XP. C'est mi-juin, je pense. C'est du 13 au 15 juin, si je me rappelle bien. Vous êtes capable de trouver facilement Festival XP sur Google. Fait que c'est une invitation si vous voulez en apprendre plus. Je donne un atelier là-dessus, là-bas. Ben sinon, n'hésitez pas, posez-nous des questions, ça nous fait toujours plaisir de vous répondre. Puis je pense que ça fait le tour. Mais oui, puis on vous souhaite une super bonne préparation, planification, puis réalisez vos rêves cet été, là. N'hésitez pas à vous lancer dans votre aventure. La préparation, ça fait partie de l'aventure, puis on espère qu'on vous l'a facilité un peu avec notre podcast puis avec cet épisode-là. Yes, bonne saison à vous. Salut Bonne là. saison!